La préservation du visage et de la tête était si extraordinaire que vous n'avez rien vu de tel. C'est la tête et le visage les mieux préservés de la préhistoire dans le monde entier. Quelque part, au centre de la Floride, dans un étang marécageux que personne n'avait jamais jugé digne d'intérêt, des ouvriers du bâtiment tombèrent en 1984 sur quelque chose que l'environnement aurait dû effacer depuis des millénaires. Ni fragments, ni poussière, mais des restes humains intacts, préservés avec une précision qui laissa les spécialistes médico-légaux incapables d'expliquer ce qu'ils observaient. 168 individus, vieux de 8000 ans, furent finalement exhumés du site. Dans de nombreux crânes, le cerveau était encore présent, et à l'intérieur de ces cerveaux se cachait une chose que la science de l'époque était à peine en mesure d'extraire, de l'ADN, le matériel génétique du plus ancien peuplement humain confirmé jamais découvert en Amérique du Nord. Lorsque les chercheurs parvinrent enfin à le séquencer, les résultats ne se contentèrent pas d'ajouter une note de bas de page au récit de l'Amérique préhistorique. Ils obligèrent à réécrire ce récit. Qui étaient ces personnes? Depuis combien de temps elles occupaient ces terres? Et quelle société elles avaient édifiée, bien avant que quiconque n'imagine une telle complexité possible. Voilà ce que la tourbière a révélé. Steve Vanderjagt ne cherchait pas l'histoire. Aux commandes d'une pelleteuse, il draguait un petit étang marécageux dans le comté de Brevard, en Floride, pour défricher un terrain destiné à un lotissement. Nous étions en 1984. L'étang était noir, peu profond et, à tout point de vue visible, parfaitement banal. Puis son seau a accroché quelque chose. Il a stoppé la machine et est descendu inspecter. C'était arrondi, brun foncé, et il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une pierre. Les pierres sont rares dans ce coin de Floride, c'est pour cela qu'il l'a ramassé. Il l'a retourné et a compris, c'était un crâne humain. L'explication évidente, c'était un meurtre. Quelqu'un avait été tué et jeté à l'eau. La police a été appelée et un médecin légiste a examiné le crâne. Presque aussitôt, un élément est venu compliquer la théorie. L'os était entièrement teinté de noir par une longue immersion dans la tourbe. Ce n'était pas récent, ce n'était pas une enquête criminelle. Le coroner prit une décision inattendue. Un archéologue était nécessaire. Glenn Doran était un jeune maître de conférences à l'Université d'État de Floride, spécialisé dans les ossements humains. Il arriva sans s'attendre à grand-chose. Le site lui-même n'inspirait guère confiance. C'était un petit étang sombre entouré d'une banale broussaille de Floride. Pourtant, il fit le tour du périmètre. En l'espace de quelques minutes, il repéra des amas d'ossements humains qui émergeaient des berges de tourbe. Puis, il découvrit 4 crânes supplémentaires. Leurs dents attirèrent immédiatement son attention. L'usure était extrême, celle que l'on voit lorsque les dents servent d'outils pour agripper et travailler des matériaux, plutôt que pour mâcher de la nourriture. Les gens d'aujourd'hui n'usent pas leurs dents de cette façon. Les anciens, si. Avant même que les analyses en laboratoire ne confirment quoi que ce soit, Doran soupçonnait déjà qu'il se trouvait face à une préhistoire très ancienne. La datation au carbone 14 le confirma. Les restes dataient d'entre 7000 et 8000 ans, ce qui les situait environ 5000 ans avant la naissance du Christ, 3000 ans avant la première pyramide égyptienne et 2000 ans avant Stonehenge. L'équipe décrivit ce moment comme une marche sur les nuages. Ils s'attendaient à quelque chose d'ancien. Pas à une telle découverte. Un nouveau problème surgit immédiatement. Les ossements étaient sous l'eau, la tourbière contenait des millions de gallons et toute fouille hors conditions contrôlées risquait de tout détruire. Il fallut 2 ans pour trouver une solution. 150 pointes filtrantes furent enfoncées dans la tourbe tandis que des pompes évacuaient environ 700 gallons d'eau par minute. Lentement, le fond de la tourbière émergea. Ce qui apparut sous la surface dépassa toutes les attentes. Les premiers crânes n'étaient pas des découvertes isolées. Ce n'était qu'un début. Corps après corps, les dépouilles surgissaient de la tourbe. Des hommes, des femmes, des enfants. La plupart reposaient en position fétale, exactement comme on les avait déposés des milliers d'années plus tôt. Le même schéma se dessinait sur l'ensemble du site avec une constance remarquable. Il ne s'agissait pas d'inhumations aléatoires. Elles étaient délibérées. À la fin des fouilles, les chercheurs avaient exhumé 168 individus. Les datations révélèrent que ce lieu de sépulture avait été utilisé sans interruption pendant environ 1300 ans. On n'était pas face aux traces d'une catastrophe, d'une épidémie ou d'un événement unique. C'était un cimetière. Pendant plus d'un millénaire, une communauté préhistorique avait ramené ses morts au même endroit, génération après génération. La continuité avait quelque chose de stupéfiant. Cet espace sacré avait été entretenu plus longtemps que toute l'histoire écrite de l'Europe. La question suivante coulait de source. Qui était-il ? Mais avant d'y répondre, les scientifiques devaient percer un autre mystère.
Pourquoi ces restes s'étaient-ils conservés ? L'os est organique. Avec suffisamment de temps, l'humidité, les bactéries et l'acidité du sol, il finit par disparaître complètement. Dans la plupart des environnements, un squelette vieux de 8000 ans ne laisse presque rien derrière lui. La chaleur de la Floride aurait dû accélérer cette décomposition. Pourtant, les corps de Windover semblaient étonnamment frais. Certains spécialistes en médecine légale les comparaient à des restes humains vieux de quelques années seulement. L'explication allait se révéler aussi simple qu'extraordinaire. Cet étang était une tourbière. La tourbe est constituée de végétaux décomposés, comprimés dans un milieu dense et pauvre en oxygène, qui inhibe l'action des champignons et des bactéries responsables de la décomposition. Les corps ont été immergés très vite après la mort, scellés dans des conditions anaérobies avant que la décomposition ne puisse pleinement commencer. Cela seul aurait freiné la détérioration de manière spectaculaire. Mais Windover possédait un autre atout. Contrairement à beaucoup de tourbières, sa composition chimique n'était pas très acide. La plupart des tourbières finissent par dissoudre les eaux. C'est pourquoi, ailleurs, les corps retrouvés conservent souvent la peau et les tissus mous, alors que le squelette se détériore. À Windover, tout s'est conservé. Si ces personnes avaient été enterrées dans un sol ordinaire, leur squelette aurait pu disparaître en quelques années. Au lieu de cela, la tourbière les a préservés pendant 8 millénaires. L'équipe de fouilles savait qu'elle travaillait dans un environnement de conservation remarquable. Ils ne mesuraient pas encore jusqu'où cette préservation s'étendait. Le premier indice est apparu lorsque plusieurs crânes se sont avérés étonnamment lourds. L'os seul ne pouvait expliquer un tel poids. Quelque chose restait à l'intérieur. Les chercheurs ont d'abord supposé que la tourbe s'était infiltrée dans les crânes au fil des millénaires, puis solidifiée. L'explication tenait debout, mais elle était fausse. L'un des crânes, celui d'une femme probablement décédée vers 45 ans, a été transporté à l'université de Floride pour y être examiné. Les images IRM ont révélé une découverte stupéfiante. Le matériau contenu à l'intérieur n'était pas de la tourbe. Il conservait une structure biologique. Lorsque les chercheurs l'ont retiré avec précaution, ils se sont retrouvés face à un cerveau humain. L'organe s'était rétracté jusqu'à environ un quart de sa taille initiale, sous l'effet de la dessiccation et de siècles de pression. Pourtant, sa forme générale restait parfaitement reconnaissable. Des circonvolutions demeuraient visibles, et sous le microscope, on pouvait encore observer des fragments de son architecture cellulaire. Les chercheurs finirent par extraire 91 cerveaux préhistoriques du site. Non pas des traces, des empreintes ou des résidus chimiques, mais de véritables cerveaux humains préservés pendant 8000 ans. La portée de cette découverte dépassait de loin la simple conservation. Le cerveau humain n'a quasiment pas changé depuis environ 150 000 ans. L'organe qui reposait dans un laboratoire n'avait rien de primitif. Structurellement, il était identique au cerveau du scientifique qui l'étudiait. Les habitants de Windover étaient des humains parfaitement modernes. Quelles que fussent leurs croyances, leurs peurs, leurs amours ou leur compréhension du monde, ils traitaient ces expériences avec la même architecture cognitive que la nôtre aujourd'hui. La tourbière avait conservé non seulement la trace de leur corps, mais aussi celle de leurs esprits. Cette prise de conscience souleva une question plus grande encore. Si les structures cellulaires avaient survécu, quelque chose pouvait-il encore demeurer à l'intérieur de ces cellules ? Le généticien Bill Hauswirth pensait qu'il y avait une possibilité. L'ADN. Les chances étaient minces. L'ADN se dégrade rapidement. La chaleur, l'humidité, l'activité microbienne et le temps jouent tous contre lui. 8000 ans dans une tourbière de Floride auraient dû détruire entièrement tout matériel génétique. Pourtant, les structures cellulaires préservées laissaient entrevoir une chance, aussi infime fût-elle. Hauswirth décida d'essayer. Des chercheurs traitèrent des échantillons de tissu cérébral ancien avec des enzymes conçues pour décomposer la matière cellulaire et libérer tout contenu génétique survivant. Le matériel subit ensuite des cycles de refroidissement, de traitement et de séparation. Rares étaient ceux qui s'attendaient à un succès. La récupération d'ADN ancien restait un domaine naissant et même dans des conditions idéales, extraire de l'ADN exploitable s'avérait difficile. Le climat de la Floride semblait particulièrement défavorable, mais les résultats se révélaient positif, de l'ADN humain. Pas une contamination végétale, pas un résidu environnemental, des séquences génétiques humaines extraites de tissus cérébraux qui reposaient sous un marais de Floride bien avant que les pyramides d'Égypte ne soient érigées. La découverte était extraordinaire, mais une question cruciale demeurait. Était-elle authentique ? La recherche sur l'ADN ancien est notoirement vulnérable aux contaminations. L'ADN humain moderne peut s'introduire dans les échantillons lors des manipulations et produire des résultats convaincants, mais trompeurs.
Hauswirth savait que si une contamination s'était produite, toute la découverte s'effondrerait. Pour le vérifier, il compara les séquences récupérées avec les profils génétiques de différentes populations. La réponse était claire. L'ADN portait une signature nettement amérindienne avec des marqueurs qui différaient des profils génétiques européens, africains et asiatiques. Aucun Amérindien n'ayant participé à la manipulation ni au traitement des échantillons, la contamination pouvait être écartée avec certitude. L'ADN était authentique. Ce que les chercheurs avaient récupéré était du véritable matériel génétique de l'âge de pierre provenant d'individus ayant vécu il y a 8000 ans. À l'époque, il s'agissait du plus ancien ADN humain confirmé jamais extrait. Les séquences révélaient plus que des origines. Elles donnaient des indices sur l'apparence. Cheveux noirs, yeux foncés et peau sombre, des traits conformes aux populations amérindiennes actuelles. Cette découverte remettait en cause les idées reçues. Les hommes de Windover n'appartenaient pas à une race mystérieuse disparue, coupée des populations ultérieures. C'étaient des ancêtres. La même signature génétique présente dans ces cerveaux millénaires se perpétue aujourd'hui chez les populations autochtones à travers les Amériques. La lignée n'avait pas disparu, elle avait perduré. Un individu est devenu le centre d'une reconstitution particulièrement saisissante. Elle avait environ 70 ans à sa mort, ce qui en faisait l'une des plus vieilles personnes exhumées de ce cimetière. Les chercheurs ont numérisé son crâne et l'ont converti en modèle tridimensionnel. Les mesures d'épaisseur des tissus et les données génétiques ont guidé la reconstruction, ajoutant peu à peu les traits du visage sur l'armature numérique. Glenn Doran a vu le visage apparaître. Pendant 20 ans, il avait étudié ces restes sans jamais entrevoir la personne qui se cachait derrière. Et là, soudain, elle est apparue. Peau sombre, yeux sombres et les traits reconnaissables d'une aînée amérindienne. La reconstruction a métamorphosé un spécimen scientifique en un être humain. Non pas un symbole préhistorique ou un vestige archéologique, mais une femme qui a vécu, travaillé, aimé, pleuré et dont la mémoire est restée assez vive pour que sa communauté la dépose avec soin dans un cimetière où des générations sont revenues, plus de 1000 ans durant. Pendant des millénaires, le monde avait oublié qu'elle existait. Puis la tourbière l'a rendue.